Le 23 mars 1945, 21 heures, rive occidentale du Rhin, près de Wesel, Allemagne. Les jumelles tremblaient imperceptiblement tandis que l'Oberstleutnant Wilhelm Steinberg scrutait les eaux assombries du Rhin, consignant ses observations dans son carnet de campagne qui serait plus tard retrouvé parmi les documents allemands capturés au quartier général du groupe d'armées. Les Américains ont atteint notre fleuve sacré, mais ils ne peuvent pas le traverser. Aucune armée n'a jamais forcé le passage du Rhin face à une résistance allemande déterminée sans pont. À travers le crépuscule grandissant, il venait d'observer quelque chose qui renforçait 3 années de doctrine défensive de la Wehrmacht. Des éclairs d'artillerie illuminaient la rive occidentale. Des milliers de canons se préparaient pour ce que les commandants allemands s'attendaient à voir être un assaut fluvial traditionnel, nécessitant des jours de préparation, des opérations de pontage fixe et des points de franchissement vulnérables que leurs canons de 88 mm pourraient systématiquement détruire. En Allemagne, le Rhin avait protégé la nation pendant 2 millénaires. Même à présent, alors que le Reich s'effondrait à l'est comme à l'ouest, les ingénieurs militaires assuraient aux commandants que la largeur de 400 mètres du fleuve et ses courants rapides rendaient impossible toute traversée sans de longs préparatifs d'ingénierie. 2000 hommes du 7e bataillon du Black Watch de la 51e division Highland se préparaient à entrer dans l'eau. Non pas dans des bateaux d'assaut vulnérables qui feraient la navette sous le feu, non pas en attendant que les ingénieurs achèvent et des ponts de ponton sous les bombardements d'artillerie, mais à bord de véhicules que le renseignement allemand avait catastrophiquement échoué à évaluer correctement. Les étranges camions en forme de bateaux désignés DUKW avaient été observés en Normandie et en Italie, mais les analystes de la Wehrmacht les avaient rejetés comme des engins de débarquement spécialisés pour les opérations de plage, sans pertinence pour la guerre fluviale. Les mathématiques de la défense du Rhin étaient sur le point d'être anéanties, non pas par une puissance de feu supérieure ou des effectifs écrasants, mais par l'ingéniosité industrielle américaine que les défenseurs allemands n'avaient jamais imaginé pouvoir être déployés contre leur dernière forteresse naturelle. Une défaillance systématique du renseignement qui allait transformer le fossé infranchissable de l'Allemagne en une autoroute pour les blindés alliés. L'effondrement avait commencé des mois plus tôt dans les évaluations du renseignement allemand. L'Oberst Günther Blumentritt, chef d'état-major du maréchal Gerd von Rundstedt, témoignerait plus tard devant les interrogateurs alliés au sujet de la méprise fondamentale de la Wehrmacht concernant les capacités amphibies américaines. Les rapports de renseignement de Sicile, de Salerne et de Normandie avaient décrit des Schwimmwagen, des camions nageurs, mais les analystes allemands les avaient classés parmi les curiosités de l'excès américain, comme les navires à glace et les bataillons de Coca-Cola. Parmi les défenseurs se trouvait le major Hans-Georg Model, fils du maréchal Walter Model, servant dans la première armée parachutiste. Son journal personnel, capturé après sa reddition en avril 1945, fournirait aux historiens un aperçu des hypothèses allemandes concernant la défense du Rhin. Les officiers les plus expérimentés de la Wehrmacht, des hommes qui avaient étudié les franchissements de cours d'eau du Dniepr à la Seine, croyaient comprendre les lois immuables de l'assaut amphibie. Les attaquants avaient besoin d'une supériorité écrasante en artillerie, d'équipements de pontage spécialisés et, plus essentiellement, de temps pour établir des points de franchissement que les défenseurs pouvaient cibler. Mais la première véritable révélation de l'ignorance allemande vint de leurs documents d'évaluation découverts dans les quartiers généraux capturés. Le Hauptmann Friedrich Wenzel, officier de renseignement de la 15e armée, avait compilé des rapports sur l'équipement allié qui mentionnaient le DUKW exactement 3 fois en 6 mois de documentation. Chaque référence les rejetait comme du matériel d'opération côtière sans pertinence pour la guerre fluviale. Les rapports estimaient que les forces américaines possédaient peut-être 50 à 100 de ces véhicules dans l'ensemble du théâtre européen. La réalité était stupéfiante. En mars 1945, plus de 2000 DUKW opéraient sur le théâtre européen. L'armée américaine les avait organisés en compagnies spécialisées de camions amphibies, chacune comptant 50 véhicules et des équipages entraînés. Ces unités avaient pratiqué des opérations de franchissement de cours d'eau depuis la Normandie, développant une doctrine que le renseignement allemand n'avait jamais détectée,
Les Britanniques avaient reçu 2000 DUKW dans le cadre du prêt-bail, y ajoutant leurs propres innovations opérationnelles. Les forces canadiennes exploitaient 800 unités avec des modifications spécialisées pour le froid. Le développement du DUKW représentait la résolution de problèmes à l'américaine dans ce qu'elle avait de plus efficace. En avril 1942, lorsqu'un patrouilleur des gardes-côtes s'échoua sur un banc de sable près de Provincetown dans le Massachusetts, les camions conventionnels ne pouvaient pas l'atteindre à travers les vagues et le sable. Cet incident mineur déclencha une révolution dans la guerre amphibie qui contribuerait finalement à détruire le Troisième Reich. Palmer Coslet Putnam, travaillant pour le Bureau de la recherche scientifique et du développement, s'associa au concepteur de yachts Rod Stevens Jr. et à l'ingénieur Dennis Puleston pour imaginer un camion capable de passer sans transition de l'eau à la terre. Lorsque la Ford Motor Company déclina le projet, affirmant qu'il était impossible de le réaliser dans les délais requis, la General Motors Corporation releva le défi le 23 avril 1942. L'équipe d'ingénieurs de la Yellow Truck and Coach Manufacturing Company de GMC à Pontiac, dans le Michigan, travailla jour et nuit. Le 2 juin 1942, seulement 38 jours plus tard, le premier prototype sortit des ateliers. Le véhicule combinait un châssis standard de camion GMCC CKW de 2,5 tonnes avec une coque étanche conçue par les architectes navals Sparkman & Stevens. La désignation DUKW provenait du système de nomenclature de GMC. D pour l'année de conception 1942, U pour utilitaire, K pour transmission intégrale et W pour double essieu arrière. Le secret de la polyvalence du DUKW résidait dans plusieurs innovations. Frank Spear, de l'équipe d'ingénierie de GMC, développa le système central de gonflage des pneus, le CTIS, le premier système de ce type au monde, permettant aux conducteurs d'ajuster la pression des pneus en roulant, à environ 0,7 à 0,8 bars. Les pneus s'élargissaient pour une meilleure adhérence sur le sable et la boue. À environ 2,8 à 3,1 bars, ils offraient une efficacité routière. Une hélice de 63 cm, entraînée par une boîte de transfert depuis la transmission principale, assurait une propulsion aquatique de 5,5 nœuds, tandis qu'un gouvernail relié au volant permettait une transition fluide de la navigation aquatique à la conduite terrestre. Le major général Jacob Devers observa la première démonstration en juin 1942 et ordonna immédiatement la production en série. Le contrat initial portait sur 2000 unités. À la fin de la guerre, GMC avait fabriqué 21 147 DUKW au rythme sans précédent de 525 par mois pendant la production de pointe, chacun coûtant $10 750, soit environ le prix de 7 Jeeps, mais avec des capacités qui s'avéreraient inestimables. Mars 1945 trouva les défenses du Rhin allemandes dans un état que les commandants de la Wehrmacht refusaient de reconnaître, même entre eux. La première armée parachutiste du général Alfred Schlemm, la force allemande la plus efficace restant à l'ouest, avait été saignée à blanc lors des batailles de la forêt de Reichswald, perdant 90 000 hommes tués, blessés ou capturés. Les renforts arrivant pour défendre le Rhin étaient des unités du Volkssturm, des vieillards et des adolescents avec quelques semaines d'entraînement, armés d'armes capturées et portant des brassards au lieu d'uniformes. Le Feldwebel Autocross de la 181e division d'infanterie, positionné près de Wesel, écrivit dans une lettre à sa femme datée du 20 mars. « Les Américains sont en face de nous maintenant, des milliers d'entre eux. Nous pouvons entendre leurs véhicules jour et nuit, mais le Rhin nous protège. Même Napoléon n'a pas pu traverser le Rhin face à une opposition. Les ingénieurs ont détruit tous les ponts et notre artillerie à chaque point de franchissement possible enregistré. Les préparatifs défensifs semblaient redoutables sur le papier. Depuis septembre 1944, plus de 200 000 travailleurs civils avaient été réquisitionnés pour renforcer les fortifications du mur de l'Ouest et les étendre vers le Rhin. 3000 bunkers en béton et positions de tir avaient été construits ou renforcés. Le fleuve lui-même offrait ce que la doctrine allemande appelait l'obstacle aquatique parfait.
trop large pour des ponts d'assaut, trop rapide pour des bateaux, trop profond pour être franchi à gué. Le maréchal Albert Kesselring, qui avait pris le commandement à l'ouest après le limogeage de von Rundstedt, émit des ordres qui révélaient les hypothèses allemandes. L'ennemi aura besoin de 48 à 72 heures pour établir des têtes de pont viables après les franchissements initiaux. Cette fenêtre offre l'opportunité de contre-attaquer avec nos réserves mobiles. Ces réserves mobiles consistaient en le 47e corps blindé, avec environ 150 véhicules blindés opérationnels, chars, canons d'assaut et chasseurs de chars combinés pour couvrir un front de près de 320 km. Mais la défaillance allemande la plus critique était conceptuelle. La doctrine de la Wehrmacht, affinée au cours de 5 années de guerre, concevait les franchissements de cours d'eau comme des opérations séquentielles. Neutraliser les défenseurs avec l'artillerie, envoyer l'infanterie dans des bateaux d'assaut, établir de petites têtes de pont, commencer la construction de ponts sous le feu, renforcer progressivement à mesure que les ponts étaient achevés, puis finalement faire traverser les blindés. Chaque phase offrait aux défenseurs des opportunités de concentrer leur feu et de lancer des contre-attaques. À l'insu du renseignement allemand, les forces alliées avaient rassemblé la plus grande concentration de véhicules amphibies de l'histoire le long de la rive occidentale du Rhin. Le 22 mars 1945, des centaines de Dukiobaraba avaient été positionnés dans des zones dissimulées à moins de 8 km des points de franchissement prévus. Chaque véhicule avait été étanchéifié, inspecté mécaniquement et chargé selon des manifestes de cargaison spécifiques qui maintiendraient à dot sa stabilité sur l'eau. Le lieutenant-colonel William Thompson, commandant la 458e compagnie de camions amphibies, se souvint de la préparation méticuleuse. Nous savions que ce n'était pas la Normandie avec ses marais et ses obstacles de plage. Le Rhin, c'était le courant, les points de sortie, la coordination avec l'artillerie, pour ne pas être touchés par nos propres obus. Nous nous sommes entraînés sur la Meuse pendant 2 semaines, apprenant comment les DUKW se comportaient dans un courant rapide. Les véhicules eux-mêmes avaient été modifiés sur la base de 3 années d'expérience au combat. Un blindage protégeait les conducteurs et les composants mécaniques vitaux. Des supports annulaires pour mitrailleuses de calibre 12,7 mm offrant une capacité d'autodéfense. Plus important encore, des pompes de cale spécialisées pouvaient gérer les entrées d'eau d'uso au tir d'armes légères, permettant aux DUKW de continuer à fonctionner même lorsque leur coque était perforée. Le capitaine James Mitchell de la 819e compagnie de camions amphibies décrivit le briefing final. Ils nous ont dit que nous allions faire quelque chose que personne n'avait jamais fait. Utiliser les DUKW comme véhicule d'assaut principal pour un franchissement majeur de cours d'eau. Pas des navires de soutien, pas des transporteurs de ravitaillement après la construction des ponts, mais la véritable pointe de lance. Chaque canard transporterait une escouade de fusiliers complète avec son équipement, traverserait le Rhin, remonterait la rive orientale et déposerait les troupes directement en position de combat. Les forces britanniques disposaient de leurs propres moyens amphibies. La 79e division blindée sous le commandement du major-général Percy Hobart avait amené 600 tracteurs amphibies, L, Favache T, 4 Buffalo, chacun capable de transporter 30 hommes. Ceux-ci travailleraient aux côtés des DUKW américains dans ce qui allait devenir le plus grand franchissement amphibie de cours d'eau de l'histoire militaire. Mais ce furent les DUKW, avec leur capacité à passer sans transition des opérations aquatiques aux opérations terrestres, qui s'avérèrent les plus dévastateurs pour les hypothèses allemandes. À 17h, le 23 mars 1945, le plus grand bombardement d'artillerie de la campagne du Rhin commença. Plus de 4000 canons alliés, des pièces de 25 livres aux obusiers de 240 mm, déchaînèrent un barrage de 4 heures qui semblait transformer l'air lui-même en un mur solide d'acier et d'explosifs. Les observateurs allemands rapportèrent dit que la rive orientale semblait bouillonner sous l'impact de milliers d'obus par minute. Le Gefreiter Heinrich Müller, tenant un poste d'observation près de Wessel, tenta de compter les éclairs de tir de l'autre côté du fleuve. J'ai arrêté à 500. C'était comme regarder une ligne continue de flammes s'étendant vers le nord et le sud aussi loin que je pouvais voir. Le bruit dépassait toute description.
Pas des explosions individuelles, mais un rugissement continu qui rendait toute pensée impossible. Sous le couvert de ce bombardement et de l'obscurité, les premiers Dogtevevy entrèrent dans le Rhin à 21h. La 51e division Highland mena l'assaut avec le 7e bataillon du Black Watch, chargé dans des DUKW pilotés par des équipages américains. Chaque véhicule transportait 12 soldats entièrement équipés, plus son équipage de 2 hommes. Des feux de navigation masqués pour n'être visibles que par l'arrière marquaient les points d'entrée et de sortie sur les 2 rives. Le sergent Robert McPherson du Black Watch décrivit la traversée. Nous avons descendu la berge et soudain nous flottions. Le conducteur américain continuait simplement à conduire, comme si nous étions encore sur la terre ferme, sauf que maintenant l'eau déferlait autour de nous. Le bruit du moteur était formidable, et nous pouvions entendre les obus allemands frapper l'eau autour de nous, mais nous ne pouvions rien voir dans l'obscurité et la fumée. Le courant s'avéra plus fort que prévu, 8 à 10 nœuds dans le chenal principal. Les DUKV furent lancés en amont de leur point d'atterrissage prévu, leurs conducteurs calculant la dérive comme des navigateurs traçant des trajectoires d'avions par vent de travers. Certains véhicules furent emportés à des centaines de mètres en aval, mais leur capacité à remonter n'importe quelle berge raisonnablement inclinée signifiait qu'ils pouvaient sortir du fleuve où qu'ils se trouvent. À 22h, la première vague avait traversé. Les défenseurs allemands, s'attendant à entendre les bateaux d'assaut revenir pour les vagues suivantes, n'entendirent que le rugissement continu de l'artillerie. Les DUKW avaient de remonter directement les berges orientales et disparu dans l'obscurité, leurs passagers engageant déjà les positions allemandes depuis des directions inattendues. Lorsque l'aube se leva le 24 mars, les commandants allemands commencèrent à recevoir des rapports qui défiaient toute explication. Des troupes ennemies apparaissaient à des kilomètres à l'intérieur des terres, depuis les points de franchissement, en force de bataillon, avec des armes lourdes et du ravitaillement. Le schéma attendu de têtes de pont s'élargissant progressivement ne s'était pas matérialisé. Au lieu de cela, les forces alliées semblaient être partout à la fois. Le Hauptmann Karl Richer, commandant une batterie de canons de 88 mm, positionnée pour couvrir le site de franchissement à Reis, rapporta au quartier général divisionnaire « Des blindés ennemis sont derrière nous, je répète, des blindés ennemis sont derrière notre position, comment ont-ils traversé ? Tous les ponts sont détruits, nous n'avons observé aucune construction de ponton. » Ce que Richer avait rencontré n'étaient pas des chars, mais des DUKV transportant des armes d'appui d'infanterie, des mortiers, des mitrailleuses et des canons anti-chars qui avaient roulé directement du Rhin jusqu'à des positions à 5 km à l'intérieur des terres. La capacité amphibie du véhicule leur permettait de contourner les points forts allemands positionnés pour défendre les itinéraires évidents depuis la berge du fleuve. L'ampleur de l'opération devint apparente lorsque le brouillard matinal se leva. Des centaines de DUKW faisaient la navette à travers le Rhin en flux continu. Contrairement aux bateaux d'assaut qui nécessitaient des équipages du génie et étaient limités à des traversées perpendiculaires sur des sites préparés, les DUKW pouvaient entrer et sortir du fleuve partout où les berges le permettaient. Les observateurs d'artillerie allemands signalèrent des camions nageurs traversant en des dizaines de points le long d'un front de 35 km. Le major Wilhelm Hoffmann, officier des opérations de la 185e division, consigna dans son journal de guerre « L'ennemi a déployé un type de véhicule amphibie en nombre que nous n'avions jamais anticipé. Notre plan défensif supposait 6 à 8 points de franchissement que nous pouvions cibler avec des tirs concentrés. Au lieu de cela, ils traversent partout. Nos canons ne peuvent pas engager autant de cibles simultanément. » La traversée de la 2e armée britannique à Wesel employa une combinaison dévastatrice de DUKW et de Buffalo L-Svete. La 15e division écossaise traversa dans des Buffalo, tandis que les DUKW amenaient leurs armes lourdes et leur ravitaillement. À 8 heures, malgré une résistance acharnée de la première armée parachutiste, 3 divisions complètes avaient traversé le Rhin avec l'intégralité de leur chargement d'équipement. À 10 heures le 24 mars, le grondement des moteurs d'avion s'ajouta à la cacophonie de la bataille. L'opération Varsity, la plus grande opération aéroportée en une seule journée de l'histoire, commença lorsque l'immense armada aérienne apparut au-dessus du Rhin,
L'opération impliquait plus de 1700 avions de transport et plus de 1350 planeurs, transportant 16 000 parachutistes et troupes aéroportées. Ce n'était pas le largage de parachutistes isolés que la doctrine allemande attendait, mais un coup de marteau coordonné conçu pour fonctionner avec l'assaut amphibie. L'Obergefreiter Franz Weber de la 84e division d'infanterie observa depuis sa position près de Hamminkeln. Le ciel devint au noir d'avions. Les parachutiers s'épanouirent comme des fleurs, des milliers et des milliers. Nous pensions que c'était l'assaut principal, que les franchissements du fleuve étaient des diversions. Puis nous avons appris que les Américains étaient déjà à 10 km derrière nous avec leurs camions nageurs. Les forces aéroportées, la 17e division aéroportée américaine et la 6e division aéroportée britannique, atterrirent à portée d'artillerie des points de franchissement du Rhin, ce que les commandants allemands n'avaient pas anticipé. Les opérations aéroportées précédentes avaient largué les parachutistes loin derrière les lignes ennemies pour opérer de manière indépendante. Cette fois, ils atterrirent à seulement 10 km du fleuve, soutenant directement les forces amphibies. La coordination entre les forces aéroportées et amphibies multiplia leur efficacité. Des DUKW transportant des munitions et des fournitures médicales roulèrent directement jusqu'aux positions aéroportées, qui, lors d'opérations précédentes, auraient à nécessiter un ravitaillement aérien ou une jonction avec les forces terrestres. Des jours plus tard, les parachutistes blessés furent évacués dans des DUKW retournant vers la rive occidentale, chose impossible lors d'opérations aéroportées traditionnelles. Le soldat de première classe, Donald Burgett, de la 17e division aéroportée, écrivit plus tard « Nous nous battions pour ce carrefour quand ces espèces de camions-bateaux à l'allure bizarre sont arrivés en roulant. Pas d'éclaboussure, pas d'enlisement. Ils sont simplement sortis des bois comme des camions ordinaires, sauf que nous savions qu'ils venaient de traverser le Rhin. » Le chef d'équipage a crié « Quelqu'un a besoin de munitions !» Nous pensions que nous avions des hallucinations. À midi le 24 mars, les pleines implications de l'assaut par DUKW devinrent claires pour les commandants allemands. Ce n'était pas simplement une nouvelle façon de traverser les cours d'eau, c'était une révolution complète dans la logistique amphibie qui invalidait chaque hypothèse de leur planification défensive. Les franchissements de cours d'eau traditionnels nécessitaient des phases séquentielles. Traversée d'assaut, consolidation de la tête de pont, construction de ponts et enfin accumulation de ravitaillement. Chaque phase était vulnérable aux contre-attaques. Les ponts, une fois construits, devenaient des goulets d'étranglement critiques, des cibles concentrées pour l'artillerie et les attaques aériennes. Les DUKW éliminaient ces vulnérabilités. Le lieutenant-colonel George Sims, officier logistique du 16e corps, avait établi ce qu'il appelait des autoroutes de DUKW à travers le Rhin. Les véhicules chargés sur la rive occidentale de munitions, de nourriture, de fournitures médicales et de carburant entraient simplement dans le fleuve, traversaient et livraient directement aux unités de combat. Pas de déchargement sur la berge, pas de transfert vers d'autres véhicules, pas d'attente de pont. Nous faisions passer 50 DUKW par heure à notre point de franchissement, rapporta Sims. Chacun transportait 2,5 tonnes de ravitaillement ou 25 hommes. Cela représente 125 tonnes de ravitaillement ou 1250 soldats toutes les heures, jour et nuit. Les Allemands cherchaient sans cesse des ponts à bombarder, mais il n'y en avait pas, juste des camions roulant dans l'eau. L'impact psychologique sur les défenseurs allemands fut dévastateur. Le Feldwebel Hermann Gütz, du 2e régiment parachutiste, écrivit dans son journal « Ils ont des véhicules nageurs en nombre illimité. Comment arrêter une armée qui peut transformer n'importe quel fleuve en route? Nous faisons sauter les ponts pour rien. Ils n'ont pas besoin de ponts. » Les sergents du ravitaillement rapportèrent des expériences surréalistes. Le sergent-chef Anthony Russo, de la 30e division d'infanterie, décrivit l'installation d'un dépôt de ravitaillement. Nous sommes à 5 km du Rhin, côté allemand, d'accord? Et voilà qu'un DUKW arrive tout droit de l'eau, dégoulinant, transportant de la nourriture chaude dans des conteneurs isothermes. Les cuisiniers sur la rive occidentale avaient préparé le repas, l'avaient nagé, il était chargé dans le canard et il avait roulé directement jusqu'à nous. Du café chaud en pleine bataille. Les Allemands devaient penser que nous étions fous.
le 25 mars se leva avec les commandants allemands confrontés à une situation que la doctrine de la Wehrmacht n'avait jamais envisagée. Le Rhin, barrière historique de l'Allemagne, était devenu sans importance, non pas conquis, non pas percé, mais simplement contourné par l'ingéniosité industrielle américaine que le renseignement allemand avait rejeté comme une curiosité. Le général Alfred Schlemm, commandant la première armée parachutiste, tint une conférence des commandants ce matin-là dans une ferme près de Brunnen. Le compte rendu survivant de cette réunion, compilé à partir des témoignages d'officiers capturés, révèle la profondeur du désarroi allemand. Schlemm aurait déclaré « Messieurs, nous nous sommes préparés à mener la dernière guerre. Nous avions supposé que l'ennemi attaquerait notre forteresse. Au lieu de cela, ils l'ont contournée. » Les chiffres étaient stupéfiants. Au cours des 48 premières heures, les DUKW avaient transporté plus de 15 000 soldats à travers le Rhin. Plus important encore, ils avaient déplacé 1200 véhicules, jeeps, camions et blindés légers, ce que les méthodes de traversée traditionnelles n'auraient pas pu livrer avant plusieurs jours. Des pièces d'artillerie étaient acheminées de l'autre côté et tirées depuis la rive orientale avant même que le renseignement allemand n'ait confirmé que les traversées avaient eu lieu. L'Oberst Heinrich von Lüttichau, commandant les restes de la Panzerbrigade 106, tenta une contre-attaque près de Wesel le 25 mars. Le journal de guerre de son unité rapporte « Attaqué en direction du fleuve pour détruire la tête de pont ennemi. N'avons trouvé aucune tête de pont au sens traditionnel. Les forces ennemies étaient déréparties sur un front de 15 km sans centre apparent. Des véhicules amphibies renforçaient continuellement tous les points. Impossible d'identifier une cible critique. L'attaque a échoué avec de lourdes pertes. Les Britanniques obtenaient un succès similaire. Les divisions écossaises avaient progressé de 10 km à l'intérieur des terres à la fin du 25 mars, soutenues par des rotations continues de ravitaillement par des UKW. Les observateurs avancés de l'artillerie royale demandaient des missions de tir tout en circulant dans des DUKW, utilisant la mobilité du véhicule pour échapper aux tirs de contre-batterie allemands. La traversée du Rhin exposa crûment l'asymétrie industrielle entre la production de masse américaine et la philosophie artisanale allemande. Alors que les ingénieurs allemands avaient développé leur propre véhicule amphibie, le Landwasserschlepper, LWAS, la comparaison de production révélait tout sur les raisons pour lesquelles l'Allemagne perdit la guerre. Le LWS était à bien des égards supérieur au DUKW. Il pouvait transporter 20 hommes contre 25 pour le DUKW, mais il offrait une meilleure protection blindée. Sa conception à chenilles offrait des performances supérieures dans la boue et la neige. Les ingénieurs allemands avaient résolu des problèmes complexes d'étanchéité des systèmes de chenilles et de création de pompes de cale fiables. En tant que prouesse d'ingénierie, c'était remarquable. Mais l'Allemagne n'avait produit qu'environ 100 unités au total, et encore moins avait vu le service opérationnel. Le LWS nécessitait des composants spécialisés, des artisans qualifiés pour l'assemblage et des matériaux rares pour son blindage et son étanchéité. Chaque unité coûtait environ 75 000 Reichsmarks, 7 fois le coût d'un DUKW. Pendant ce temps, General Motors avait produit 21 147 DUKW, en utilisant des composants de camions existants et des méthodes de chaîne de montage. Le véhicule partageait son moteur, sa transmission, ses essieux et d'innombrables autres pièces avec le camion standard CCKW, dont 562 750 exemplaires furent construits. Cette standardisation signifiait que tout mécanicien familier des camions militaires pouvait entretenir un DUKW. Les pièces de rechange étaient abondantes, les véhicules endommagés étaient rapidement réparés ou cannibalisés. Le sergent-chef Edwin Coleman, chef de la maintenance de la 462e compagnie de camions amphibies, expliqua l'avantage. « Nous maintenions 90% de nos canards opérationnels tout au long de la traversée. Quand quelque chose cassait, nous avions les pièces. Quand nous n'avions pas les pièces, nous pouvions adapter quelque chose d'un camion ordinaire. Essayez de faire ça avec une arme miracle allemande spécialisée. » La philosophie de production allait au-delà des simples chiffres. Les DUKW américains étaient conçus pour la facilité d'utilisation. N'importe quel soldat sachant conduire un camion pouvait apprendre à manœuvrer un DUKW en quelques heures.
Les véhicules allemands nécessitaient des équipages longuement formés. La production de masse américaine partait du principe que les opérateurs seraient des soldats citoyens avec une formation minimale. La conception allemande supposait des soldats professionnels avec des mois de préparation. Les témoignages personnels des deux côtés du Rhin révèlent la dimension humaine de cette révolution technologique et tactique. Il ne s'agissait pas de statistiques de production abstraite ou d'évaluation stratégique, mais de jeunes hommes vivant la transformation de la guerre en temps réel. Le soldat de première classe James H. de la 89e division d'infanterie se souvint de sa première vue des DUKW. Nous étions alignés sur la rive ouest, nous attendant à nous entasser dans des bateaux d'assaut sous le feu comme nous nous étions entraînés. Puis ces engins qui ressemblaient à des bateaux avec des roues sont descendus le long de la berge. Un gars de la marine, oui, la marine, au milieu de l'Allemagne, nous fait signe de monter à bord. Je lui ai demandé « C'est quoi ce truc, bon sang ?» Il a souri et a dit « Votre taxi pour Berlin, soldat ». La présence de personnel de la marine américaine opérant des DUKW au cœur de l'Europe continentale ajouta à la confusion allemande. Le matelot de deuxième classe Robert Moody, affecté au détachement naval opérant des DUKW pour la traversée du Rhin, décrivit la réaction allemande. « Nous avons capturé des Allemands qui fixaient nos uniformes de la marine. L'un d'eux, qui parlait anglais, n'arrêtait pas de demander « Comment la marine américaine est-elle ici ? L'océan est à 500 km. » Il ne pouvait tout simplement pas assimiler ce qu'il voyait. Les témoignages allemands révèlent une démoralisation progressive à mesure que l'ampleur de la capacité amphibie américaine devenait claire. Le lieutenant Friedrich Schulz de la 338e division d'infanterie écrivit dans une lettre capturée après la reddition de son unité. Ils ont traversé le fleuve comme si c'était une rue, pas en se faufilant, pas en courant entre les barrages d'artillerie, mais en conduisant. Des camions pleins de soldats traversant le Rhin, en roulant. Nous leur avons tiré dessus, mais il en venait toujours plus, toujours plus. Où les trouvaient-ils tous ? L'Unteroffizier Paul Braun, capturé le 26 mars, déclara aux interrogateurs « On nous avait dit que le Rhin vous arrêterait pendant des semaines, que vous devriez construire des ponts que nous détruirions, que vos bateaux d'assaut seraient des cibles faciles pour nos canons. Personne ne nous a parlé des camions nageurs. Personne ne nous a prévenu que vous pouviez traverser n'importe où, n'importe quand. Nous nous étions préparés pour la mauvaise guerre. » Le 26 mars 1945, à peine 72 heures après que le premier DUKW fut entré dans le Rhin, la position défensive allemande s'était complètement effondrée. Ce que la doctrine de la Wehrmacht insistait, prendrait des semaines, avait été accompli en 3 jours. La barrière du Rhin, que la propagande prétendait tiendrait jusqu'à ce que des négociations puissent sauver quelque chose du Reich, s'était évaporée. Les statistiques de ces 3 jours révélèrent maintenant l'ampleur de la révolution. Les DUKW avaient effectué plus de 5000 traversées individuelles. Ils avaient transporté 15 000 soldats, 1200 véhicules, 3000 tonnes de ravitaillement et évacué 2000 blessés. Les opérations de pontage traditionnelles, si elles avaient été nécessaires, auraient eu besoin de 2 semaines pour atteindre un débit similaire tout en étant sous attaque constante. Le maréchal Bernard Montgomery, souvent critiqué pour sa prudence excessive, avait obtenu une surprise opérationnelle complète grâce à l'emploi massif de véhicules amphibies. Son rapport d'après-action nota « L'ennemi s'attendait à ce que nous traversions le Rhin. Il ne s'attendait pas à ce que nous le traversions en roulant. La distinction s'avéra fatale pour sa défense. » Le général Dwight Eisenhower visita les sites de traversée le 26 mars. Sa réaction, consignée par son aide de camp le capitaine Harry Butcher, était révélatrice. Ike regardait les DUKW aller et venir comme un service de ferry. Il se tourna vers Bradley et dit « Avec ces engins, chaque fleuve d'Allemagne est désormais une autoroute. » Bradley répondit « Les Allemands sont justement en train de s'en rendre compte. » L'effondrement psychologique était total. L'entrée du journal de Joseph Goebbels pour le 26 mars disait « La situation à l'ouest est devenue impossible. L'ennemi a traversé le Rhin sur un large front avec un nouveau type de véhicule amphibie que nous n'avons pas su anticiper. Notre dernière barrière naturelle a disparu. La guerre est perdue. » Le 27 mars vit la pleine exploitation de la percée du Rhin.
Les forces allemandes étant en complet désarroi, les commandants alliés lâchèrent leurs forces mobiles. Les DUKW, ayant accompli leur mission amphibie, révélèrent alors une autre capacité. Ils pouvaient fonctionner comme des camions ordinaires, avançant avec les fers de lance blindés. La 2e division blindée américaine, l'Enfer sur roue, avait été acheminée de l'autre côté en un temps record. Les équipages de chars décrivirent l'expérience surréaliste de suivre des DUKW qui venaient d'émerger du Rhin, encore dégoulinant d'eau alors qu'ils fonçaient sur les autoroutes allemandes. Les véhicules amphibies transportaient du carburant et des munitions directement aux unités de chars en progression, éliminant la pause traditionnelle pour la constitution de stocks de ravitaillement après une traversée de fleuve. Le général de division Isaac White, commandant la 2e blindée, rapporta « Nous avons avancé de 80 km le 27 mars à lui seul. Dans toute opération précédente, nous aurions attendu que les ponts soient achevés et que les approvisionnements soient stockés. Au lieu de cela, les DUKW suivaient notre rythme. Ils traversaient les rivières que nous rencontrions, repéraient des sites de franchissement et établissaient des points de ravitaillement avant l'arrivée de notre corps principal. La résistance allemande s'effrita en poches isolées. Les unités qui s'étaient préparées à contre-attaquer des têtes de pont se retrouvèrent contournées par des forces alliées qui semblaient être partout simultanément. La doctrine défensive rigide allemande, fondée sur l'identification et la destruction de points de franchissement fixes, n'avait aucune réponse face à des centaines de véhicules amphibies, créant leurs propres points de passage à volonté. L'Oberst Hans von Lück, l'un des commandants blindés les plus expérimentés d'Allemagne, rencontra les forces américaines près de Dorsten le 28 mars. Ses mémoires décrivent la rencontre. Mon bataillon fonçait pour établir une position de blocage quand nous avons rencontré des troupes américaines déjà retranchées. J'ai demandé à un lieutenant capturé comment ils avaient pu se déplacer si vite. Il a montré du doigt une file de ses camions amphibies et a dit « Nous n'attendons pas les ponts ». C'est alors que j'ai véritablement compris que l'Allemagne avait perdu plus qu'une bataille. Nous avions perdu une forme entière de guerre. L'impact total du DUKB sur la traversée du Rhin va au-delà des statistiques impressionnantes de véhicules et de ravitaillements transportés. Les camions amphibies avaient fondamentalement modifié les mathématiques de l'assaut fluvial, créant des avantages qui se multipliaient de façon exponentielle. Les traversées de fleuves traditionnelles concentraient les forces en des points spécifiques, créant des cibles pour l'artillerie et les attaques aériennes. Les DUKW dispersaient les traversées sur tout le front, diluant la puissance de feu allemande. La doctrine de la Wehrmacht préconisait de contre-attaquer les têtes de pont avant qu'elles ne puissent se consolider. Mais il n'y avait pas de tête de pont traditionnelle, juste une infiltration continue sur un large front. Le colonel William Thompson, qui commandait les opérations DUKW pour la 9e armée, calcula le gain de temps. Construire un pont de ponton lourd sous le feu prenait typiquement 12 à 24 heures minimum. Pendant ce temps, on ne pouvait renforcer que par bateau d'assaut, peut-être une compagnie par heure si tout allait bien. Nous déplacions un bataillon par heure avec les DUKW dès la première minute de l'opération. L'impact médical fut profond mais souvent négligé. Le capitaine Dorothy Anderson, infirmière au 45e hôpital de campagne, décrivit le système d'évacuation. Les soldats blessés étaient déchargés dans des DUKW sur la rive orientale et conduits directement à notre hôpital sur la rive occidentale. Pas de transfert entre véhicules, pas d'attente de pont. Nous amenions les blessés au bloc opératoire dans l'heure suivant leurs blessures. Cela n'était tout simplement pas possible lors des traversées de fleuves traditionnelles. Les DUKW permirent également des innovations tactiques impossibles avec les méthodes de franchissement conventionnelles. Les observateurs avancés d'artillerie pouvaient se repositionner rapidement dans des DUKW, rendant les tirs de contre-batterie allemands inefficaces. Les ingénieurs utilisaient des DUKW pour transporter des sections de ponts, accélérant en fait la construction de ponts traditionnels, même s'ils la rendaient moins critique. Des stations relais radio dans des DUKW maintenaient les communications à travers l'obstacle fluvial. L'analyse d'après-guerre révéla la profondeur de l'échec du renseignement allemand concernant les capacités amphibies américaines. La Wehrmacht avait observé les DUKW lors de multiples opérations, Sicile, Salerne, Anzio, Normandie.
et pourtant n'avaient jamais saisi leurs implications stratégiques pour les opérations de franchissement fluvial. Le général de division Reinhard Gehlen, chef du renseignement sur les armées étrangères de l'Est et futur fondateur du renseignement ouest-allemand, admis dans ses mémoires: « Nous cataloguions méticuleusement l'équipement américain. Nous connaissions le DUKW. Nous n'avions tout simplement jamais imaginé qu'ils en masseraient des centaines pour une traversée de fleuve. Notre pensée était contrainte par nos propres limitations. Parce que nous ne pouvions produire qu'une poignée de véhicules amphibies, nous supposions que les Américains faisaient la face à des contraintes similaires. » Les dossiers de renseignement allemands capturés révélèrent une sous-estimation systématique. Une évaluation de février 1945 par le groupe d'armées H estimait que les forces alliées possédaient environ 100 à 150 véhicules amphibies adaptés aux opérations fluviales. Le nombre réel dépassait 2000 pour le seul 21e groupe d'armées. Un autre rapport qualifiait les DUKW de utiles pour les opérations de ravitaillement après la sécurisation des plages, mais inadaptés aux opérations d'assaut. L'échec allait au-delà des simples chiffres. Le renseignement allemand n'identifia jamais les compagnies spécialisées de camions amphibies, ne détecta jamais leurs exercices d'entraînement sur la Meuse, ne reconnut jamais la révolution doctrinale en cours. Ils se préparaient à combattre la traversée de fleuves qu'ils attendaient, pas celle qui eut réellement lieu. Le commandant Joachim Engelmann, officier de renseignement de la première armée parachutiste, témoigna après sa capture: « Nous avions étudié chaque traversée de fleuve allié, du Rapido à la Seine. Nous pensions comprendre leur méthode. L'emploi massif de véhicules amphibies n'entrait tout simplement pas dans nos calculs. C'était comme s'ils avaient développé la capacité de faire voler des chars à travers le fleuve, complètement en dehors de notre cadre de référence. » Malgré la supériorité tactique et technologique démontrée au Rhin, la traversée ne fut pas sans effusion de sang. Le coût humain, bien que bien inférieur à ce que les méthodes d'assaut traditionnelles auraient exigé, resta significatif. Les pertes alliées pour les opérations Plunder et Varsity totalisèrent 6781, 3968 britanniques et du Commonwealth, 2813 américaines. Les forces aéroportées souffrirent lourdement des tirs anti-aériens, certains avions étant abattus avant que les soldats ne puissent sauter. La 17e division aéroportée perdit 430 tués au combat en une seule journée. Des DUKW évacuant des blessés furent pris sous le feu de l'artillerie allemande, plusieurs véhicules étant perdus avec tous leurs occupants. Oskar Fridensson, ingénieur de combat de la 89e division d'infanterie, décrivit la traversée de son unité à Sankt Goarshausen le 26 mars. « Nous avons perdu 250 hommes sur 420 en essayant d'établir notre secteur. Les DUKW nous ont fait traverser vite, mais les Allemands nous attendaient sur les hauteurs avec des mitrailleuses et des mortiers. La vitesse ne vous rend pas à l'épreuve des balles. » Les pertes allemandes furent catastrophiques. La première armée parachutiste cessa effectivement d'exister en tant que force combattante. Plus de 16 000 prisonniers furent capturés au cours des 72 premières heures, beaucoup abandonnant simplement leur position une fois qu'ils réalisèrent que la barrière du Rhin avait cédé. Des unités entières se retrouvèrent encerclées alors que des forces transportées par DUKW apparaissaient derrière elles. Le Gefreiter Werner Hoffmann de la 84e division d'infanterie fut capturé le 25 mars. Son interrogatoire révéla l'impact psychologique. « Nous avons tenu nos positions pendant 2 jours, tirant sur les sites de traversée. Puis des Américains sont apparus derrière nous. Quand nous avons demandé aux prisonniers comment ils avaient traversé, ils ont montré du doigt ces camions nageurs. Notre lieutenant a jeté son arme et a dit « S'ils peuvent conduire des camions à travers le Rhin, la guerre est finie. » Personne n'a contesté. L'un des épisodes les plus remarquables de la traversée du Rhin eut lieu le 25 mars, lorsque le Premier ministre Winston Churchill insista pour traverser personnellement le Rhin. Ce n'était pas de la simple mise en scène. Churchill comprenait la signification historique des armées alliées traversant le fleuve sacré de l'Allemagne.
Churchill, accompagné du maréchal Montgomery et du général Alan Brooke, observa d'abord les traversées depuis un pont ferroviaire détruit à Wesel. Puis, contre l'avis pressant de sa sécurité et les ordres explicites d'Eisenhower, Churchill monta à bord d'un LCVP américain, engin de débarquement pour véhicules et personnel, et traversa vers la rive orientale. L'aide de camp de Montgomery, le lieutenant-colonel Trumbull Warren, consigna la scène. Le Premier ministre était absolument déterminé. Il a dit « Je vais traverser le Rhin, j'attends ce moment depuis des années ». L'équipage américain fut horrifié quand il réalisa qui étaient leurs passagers, mais Churchill était déjà à bord, cigare serré entre les dents, faisant le V de la victoire. Pendant 30 minutes, le Premier ministre britannique se tint sur le sol allemand, à l'est du Rhin, tandis que des obus d'artillerie allemands tombaient assez près pour asperger le groupe de débris. Churchill aurait ramassé une poignée de terre et dit « Sol allemand, enfin ». La traversée était militairement inutile et risquée, mais psychologiquement puissante. Le dirigeant de la Grande-Bretagne debout sur le territoire allemand conquis. L'incident révéla un autre avantage de l'assaut amphibie. Churchill put traverser parce que les DU-4 Baudubeuve et les engins de débarquement opéraient en continu. Avec un pontage traditionnel, une telle traversée aurait nécessité l'interruption du trafic militaire sur un pont critique. La nature distribuée de l'opération amphibie rendit possible le geste théâtral de Churchill. Le succès de la traversée du Rhin accéléra la fin de la guerre en Europe d'environ 3 semaines, selon l'analyse d'après-guerre du service d'études des bombardements stratégiques américains. Cette accélération ne venait pas du simple fait de la traversée, mais de la rapidité et de l'ampleur de l'opération rendue possible par les véhicules amphibies. La doctrine traditionnelle de franchissement fluvial aurait exigé des opérations séquentielles, établir de petites têtes de pont, construire des ponts sous le feu, renforcer progressivement, puis percer après la constitution de stocks de ravitaillement. Ce processus, même couronné de succès, aurait pris 2 à 3 semaines minimum. Les forces allemandes auraient eu le temps d'établir de nouvelles lignes défensives, de détruire les infrastructures et potentiellement de négocier. Au lieu de cela, les Alliés accomplirent en 72 heures, ce que la planification allemande supposait prendrait des semaines. Dès le 26 mars, 3 armées alliées fonçaient à l'intérieur de l'Allemagne. La Ruhr, cœur industriel de l'Allemagne, fut encerclée. Dès le 1er avril, la rapidité de l'avance empêcha les Allemands de détruire les usines, les ponts et les approvisionnements qui auraient pu prolonger la résistance. Le général Omar Bradley calcula les vies épargnées. Si nous avions dû traverser le Rhin de manière traditionnelle, bateaux d'assaut, ingénieurs construisant des ponts sous le feu, renforcement progressif, nous aurions perdu 50 000 hommes minimum. Les DUKW ont transformé ce qui aurait dû être un bain de sang en un exercice de transport. L'impact stratégique se répercuta vers l'Est. Les forces soviétiques, apprenant le succès de la traversée du Rhin, accélérèrent leurs propres opérations vers Berlin, ne voulant pas que les alliés occidentaux s'emparent de la capitale nazie. La course entre l'Est et l'Ouest qui allait façonner l'Europe d'après-guerre fut intensifiée par les DU-KDE traversant le Rhin. Le 28 mars 1945, la structure de commandement allemande à l'Ouest s'était effectivement désintégrée. Les communications entre les unités s'effondrèrent à mesure que les quartiers généraux se repliaient ou étaient submergés. La rapidité de l'avance alliée, rendue possible par le succès de la traversée du Rhin, empêcha toute réponse défensive coordonnée. Le maréchal Walter Model, commandant le groupe d'armées B, vit ses forces divisées et piégées dans la poche de la Ruhr. Son dernier ordre, émis le 29 mars, révélait le désespoir. L'ennemi a accompli l'impossible au Rhin. Toute résistance supplémentaire ne fait qu'accroître les souffrances. Je libère tous les soldats de leur serment. Sauvez-vous comme vous le pouvez. Model se suicida le 21 avril plutôt que de se rendre. L'effondrement psychologique était total. Les soldats de la Wehrmacht qui avaient combattu avec acharnement pour chaque village allemand se rendaient désormais en masse. Le Rhin avait une signification mythique. Sa perte signifiait que la guerre était véritablement terminée. Des unités qui auraient pu mener une guérilla se dissolvirent tout simplement. Le moral des civils, déjà brisé par les bombardements, s'effondra complètement.
La traversée du Rhin démontra qu'aucune barrière naturelle ne pouvait protéger l'Allemagne. Si le Rhin pouvait être franchi en 3 jours, à quoi bon continuer à résister ? Les responsables locaux commencèrent à négocier la reddition de leur ville pour éviter la destruction. Hans Frank, gouverneur général nazi de Pologne, écrivit dans son journal « Le Rhin est franchi, le fleuve sacré qui protégeait l'Allemagne depuis 2000 ans est tombé en 72 heures. S'il y avait le moindre doute sur notre sort, il a disparu. Nous ne faisons pas face à une défaite, mais à l'anéantissement. » La traversée du Rhin changea fondamentalement la pensée militaire sur les opérations amphibies. Avant mars 1945, l'assaut amphibie était principalement associé aux invasions maritimes, la Normandie, la reconquête île par île dans le Pacifique. Le Rhin démontra que les capacités amphibies étaient tout aussi décisives dans la guerre continentale. L'histoire officielle de l'armée américaine conclut que l'emploi massif des DU-47 au Rhin représente une révolution dans les affaires militaires, équivalente à l'introduction des blindés lors de la Première Guerre mondiale. La capacité de traiter les obstacles aquatiques comme des autoroutes plutôt que comme des barrières modifie fondamentalement la planification opérationnelle. Les observateurs soviétiques rattachés aux quartiers généraux alliés prirent des notes minutieuses. Le colonel Ivan Yakushine rapporta à Moscou « Les Américains ont résolu le problème de la traversée des rivières grâce à la production industrielle de masse. Ils ont tout simplement construit tellement de véhicules amphibies que les rivières deviennent sans importance. Cela a des implications pour tout futur conflit en Europe. » L'armée britannique, bien qu'ayant participé à l'opération, mena des études approfondies. Le brigadier Richard Goodbody écrivit « Nous ne devons plus jamais supposer que les obstacles aquatiques offrent un avantage défensif significatif contre un ennemi disposant d'un équipement amphibie adéquat. La traversée du Rhin prouve que la capacité industrielle l'emporte sur l'avantage géographique. » Tandis que les généraux s'attribuaient le mérite du succès de la traversée du Rhin, les véritables héros étaient les équipages de DUKW qui l'avaient rendu possible. Ces hommes, dont beaucoup appartenaient à des détachements de la marine américaine, se retrouvèrent au milieu de l'Allemagne, aux commandes de ce qui équivalait à des cibles flottantes. Le matelot de première classe Joseph Bernardini de l'unité navale 350 décrivit une traversée typique. Vous conduisez cette grosse cible lente sur 396 mètres d'eau à découvert. Les canons de 80 allemands vous tirent dessus, les mortiers tombent autour de vous, les mitrailleuses essaient de trouver la portée. Vous ne pouvez pas zigzaguer beaucoup, sinon le courant vous emporte. Vous agrippez simplement le volant, poussez la manette des gaz et priez. Les équipes de maintenance accomplirent des miracles pour maintenir les DU-47 opérationnels. Travaillant sous le feu, souvent dans l'obscurité, ils réparaient les brèches dans les coques, remplaçaient les hélices endommagées par les débris et maintenaient les moteurs en marche malgré l'eau du Rhin qui les trempait. Le sergent-chef Thomas Riley, de la section de maintenance de la 458e compagnie de camions amphibies, rapporta « Nous colmassions les trous avec tout ce que nous pouvions trouver. Des boîtes de rations aplaties au marteau, des morceaux de blindage allemand, même des bouchons en bois. Si ça flottait et avançait, nous le maintenions en état de marche. » 26. Les opérateurs britanniques de DUKW formés par les Américains ajoutèrent leurs propres innovations. Le sergent-major William Davis du corps royal des services de l'armée développa une technique pour utiliser les DUKW afin de secourir les équipages de chars détruits. Nous roulions droit vers les chars en flammes, utilisions notre véhicule comme bouclier et hissions les tankistes blessés à bord. L'eau qui ruisselait de notre coque aidait contre la chaleur. Nous avons sauvé des dizaines de gars de cette façon. Après la guerre, les professionnels militaires allemands menèrent des études exhaustives de leur défaite. La traversée du Rhin figurait en bonne place dans ces analyses, comme un échec d'imagination autant que de matériel. Le général Franz Halder, ancien chef de l'état-major général, écrivit en 1948 « Nous nous étions préparés de manière approfondie à la traversée alliée du Rhin. Nous avions positionné nos réserves, réglé notre artillerie, préparé les démolitions. Nous avions tout fait correctement selon notre doctrine. Nous n'avions tout simplement jamais imaginé que l'ennemi disposerait de centaines de véhicules capables d'ignorer l'existence du fleuve. »
L'étude opérationnelle finale de la Wehrmacht, achevée par des officiers allemands emprisonnés en 1946, admettait « Le déploiement américain de véhicules amphibies en masse représente une forme de guerre que nous n'avions ni anticipée ni pu contrer avec les ressources disponibles. Même si nous l'avions su, l'industrie allemande n'aurait pas pu produire des nombres comparables. La traversée du Rhin a été perdue dans les usines de Détroit, pas sur les rives du Rhin. » Le colonel-général Heinz Guderian, père de la guerre blindée allemande, offrit peut-être l'observation la plus perspicace. Nous, Allemands, avons perfectionné l'art de la guerre. Les Américains ont perfectionné le commerce de la guerre. Au Rhin, le commerce a vaincu l'art. Leurs camions nageurs n'étaient moins pas élégants, pas sophistiqués, mais ils étaient nombreux et efficaces. C'est la manière américaine de faire la guerre. Malgré son impact décisif, le rôle du duc d'Alvé dans la traversée du Rhin a été largement éclipsé par des événements plus spectaculaires. La capture du pont de Remagen, la massive opération aéroportée, la bataille méthodique de Montgomery. Pourtant, les vétérans comprenaient la véritable importance du camion amphibie. Le général Dwight Eisenhower, dans ses mémoires « Croisade en Europe », écrivit « Les analystes débattront de ce qui a le plus raccourci la guerre, les bombardements stratégiques, la pression soviétique ou l'unité alliée. Je crois que les historiens sous-estiment le simple DUKW. Sans lui, le Rhin aurait été un terrain de mort. Avec lui, nous avons roulé en Allemagne comme des touristes en vacances. Les DUKW continuèrent à servir après le Rhin. Ils traversèrent l'Elbe, le Danube et des dizaines de rivières plus petites. Ils évacuèrent des survivants des camps de concentration trop faibles pour marcher. Ils transportèrent de la nourriture vers des civils affamés dans des zones isolées. Les véhicules qui avaient brisé la dernière barrière de l'Allemagne devinrent des instruments de secours humanitaire. Le sergent technique Paul Morrison de la 336e compagnie de camions amphibies se souvint d'avoir utilisé son DUK-W après la capitulation de l'Allemagne. Le même véhicule qui avait traversé le Rhin sous le feu livrait maintenant de la nourriture à des enfants allemands dans des zones inondées près de Hambourg. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Un camion qui savait nager, les enfants nous poursuivaient en criant « Schwimmwagen, Schwimmwagen ». C'est drôle comme quelque chose construit pour la guerre a fini par sauver des vies après. Les 21 147 DUK-W produits pendant la Seconde Guerre mondiale représentaient bien plus que de simples véhicules. Ils incarnaient la philosophie industrielle américaine. Tandis que les ingénieurs allemands poursuivaient la perfection en petit nombre, les fabricants américains poursuivaient l'adéquation en quantité écrasante. Cette philosophie s'étendait au-delà des DUK-W. Les mêmes usines produisant des camions amphibies fabriquaient des camions de 2 tonnes et demie au rythme de 10 000 par mois. L'acier pour les coques de Duquedavelli provenait d'Assyrie produisant des Liberty Ships toutes les 42 heures. Les moteurs étaient construits sur des chaînes de montage pouvant passer des moteurs de camions aux moteurs d'avion, puis aux moteurs de chars avec un réoutillage minimal. Donald Nelson, président du Conseil de production de guerre, visita une chaîne de montage de DUK-W en 1944. Il observa « En 1 heure, je les ai regardés achever 6 DUK-W, chacun imparfait selon les normes allemandes. Des soudures grossières, des solutions simples, peints en verre olive terne. Mais chacun traverserait le Rhin. Les usines allemandes auraient passé 1 mois à construire un seul véhicule amphibie parfait. Nous en construisions 180 suffisamment bons dans le même temps. » Le Landwasserschlepper allemand révélait par comparaison les limites de l'approche de production artisanale. Chaque LWS nécessitait des ouvriers spécialisés, des composants sur mesure et des tests approfondis. Quand les bombardements alliés perturbèrent les chaînes d'approvisionnement, la production cessa entièrement. Un composant manquant signifiait aucun véhicule. La production américaine de DUK-BM substituait simplement des pièces alternatives et continuait. Le succès de la traversée du Rhin se répercuta durant les dernières semaines de la guerre. Les unités allemandes, à travers le Reich, apprirent que les alliés occidentaux avaient franchi la dernière barrière avec facilité. Le moral, déjà fragile, se brisa complètement. En Italie, les forces allemandes qui avaient tenu des positions en montagne pendant des mois commencèrent soudainement à se retirer. Le maréchal Kesselring rapporta «
La nouvelle de la traversée du Rhin a causé une détérioration immédiate du moral des troupes. Les soldats demandent « Si le Rhin ne peut pas les arrêter, qu'est-ce qui le peut ?» Je n'ai pas de réponse. Les forces allemandes en Norvège, au Danemark et aux Pays-Bas, contournées mais toujours dangereuses, commencèrent à négocier des redditions locales. Le mythe du Rhin imprenable avait entretenu l'espoir d'une paix négociée. Sa chute en 72 heures rendait la résistance continue absurde. Même à Berlin, assiégé par les forces soviétiques, la traversée du Rhin eut un impact. La dernière conférence militaire enregistrée d'Hitler, le 27 avril, incluait sa lamentation. Le Rhin a été perdu parce que nous n'avions pas anticipé leur capacité amphibie. Nous nous étions préparés pour la mauvaise guerre. Ce fut peut-être sa seule évaluation militaire exacte de tout le conflit. Lors d'une réunion en 1985 des vétérans de la traversée du Rhin à Lexington, dans le Kentucky, des soldats vieillissants se rassemblèrent pour se souvenir de ces 3 jours qui mirent fin au dernier espoir de l'Allemagne nazie. Les DUKBBE, dont quelques-uns étaient préservés comme monuments, attirèrent une attention particulière. L'ancien sergent James Mitchell, qui avait commandé un DUKW dans la 819e compagnie de camions amphibies, se tenait à côté de l'un des véhicules préservés. Un truc laid, n'est-ce pas? Comme si un bateau s'était accouplé avec un camion et avait produit quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Mais ce vilain petit canard a traversé le Rhin à la nage quand les nazis pensaient que c'était impossible. Nous ne les avons pas surpassés au combat. Nous les avons surpassés en production, en innovation, en imagination. L'ancien Obergefreiter Hans Müller, qui avait défendu le Rhin avec la 181e division d'infanterie, assistait en tant qu'invité. Son discours aux vétérans fut puissant. « Vous avez amené des camions nageurs à une bataille de rivière. Nous avons amené des canons anti-chars pour arrêter des camions nageurs. » À l'instant où j'ai vu ces véhicules sortir du Rhin en roulant, j'ai su que la guerre était terminée. Pas perdue, terminée. On ne peut pas combattre un ennemi qui transforme votre défense la plus solide en autoroute. La réunion mit en lumière une vérité profonde. La traversée du Rhin réussit non pas grâce à un courage supérieur ou une brillance tactique, mais grâce à une capacité industrielle canalisée par l'innovation. Les héros étaient autant les ouvriers des chaînes de montage à Pontiac que les soldats en Allemagne. Du 23 au 26 mars 1945, ce fut bien plus qu'une opération militaire réussie. Cela représentait le triomphe de la démocratie industrielle américaine sur l'aristocratie militaire allemande, de la production de masse sur la perfection artisanale, de l'innovation pragmatique sur la doctrine rigide. Le DUKW lui-même était quintessentiellement américain, non pas le meilleur véhicule amphibie possible, mais le meilleur qui pouvait être produit en masse avec la technologie existante. Il résolvait les problèmes par la quantité plutôt que par la qualité, par la standardisation plutôt que par la spécialisation. Il était opéré par des soldats citoyens avec une formation minimale plutôt que par des guerriers professionnels avec des années d'expérience. Cette approche horrifiait les professionnels militaires allemands. Le général von Rundstedt, en captivité britannique, se plaignit « La guerre est devenue l'affaire d'un directeur d'usine plutôt que l'art d'un général. Vos camions nageurs n'étaient pas des armes de guerre, mais des produits de l'industrie. Vous nous avez vaincus non pas sur le champ de bataille, mais à l'usine. » Pourtant, cette transformation était précisément le point essentiel. L'Amérique avait démocratisé la guerre tout comme elle avait démocratisé la production. Le DUKW représentait non seulement une capacité militaire, mais une idéologie industrielle, la conviction que tout problème pouvait être résolu par une production suffisante, correctement organisée. Le bilan final de l'opération de traversée du Rhin révèle l'impact décisif du DUKWC. Véhicules engagés, des centaines de DUKW dans les opérations directes de traversée du Rhin, 600 Buffalo LVT britanniques en soutien, plus de 2000 DUKW disponibles sur le théâtre d'opération, environ 100 LWS allemands produits, peu opérationnels. Réalisation logistique du 23 au 31 mars 1945. Plus de 15 000 soldats à transporter de l'autre côté, 1200 véhicules acheminés, 3000 tonnes de ravitaillement livrées, 2000 blessés évacués, plus de 5000 traversées individuelles de DUKW effectuées.
Comparaison de production, 21 147 DUK fabriqués par les États-Unis, 562 750 camions standards partageant des composants avec le DUK AW, environ 100 LWS produits par l'Allemagne, 0 véhicule allemand spécifiquement conçu pour l'assaut fluvial. Facteur temporel, 38 jours du concept du DUKW au prototype, 72 heures pour percer les défenses du Rhin, 3 semaines de guerre écourtées par la traversée rapide, 50 000 pertes alliées estimées évitées. Analyse des coûts, 10 750 $ par DUKW, 75 000 Reichsmark par LWS, un rapport de coût de 7 contre 1 en faveur de la production américaine, un avantage infini en termes de déploiement réel. Le rôle du DUKW dans la traversée du Rhin transcenda son impact militaire immédiat. Il démontra que la surprise technologique pouvait être obtenue, non pas par des armes secrètes, mais par le déploiement massif de capacités que les ennemis avaient rejetées comme insignifiantes. La doctrine militaire d'après-guerre intégra les leçons du Rhin. Les plans de guerre de l'OTAN, pendant la guerre froide, mettaient l'accent sur les véhicules amphibies pour traverser les nombreuses rivières d'Europe de l'Est. L'Union soviétique développa des familles entières de véhicules amphibies, tirant les leçons du succès américain. Les forces militaires modernes considèrent la capacité de franchissement fluvial comme essentielle plutôt que spécialisée. Au-delà des implications militaires, la traversée du Rhin valida la philosophie de production américaine. La qualité importait moins que la quantité si la quantité était suffisante. La perfection importait moins que la disponibilité. La sophistication importait moins que la fiabilité. Ces leçons façonnèrent l'industrie américaine d'après-guerre, bien au-delà des applications militaires. Le plan Marshall, qui reconstruisit l'Europe, reflétait la philosophie du DUKW. Une aide massive et standardisée plutôt que des solutions personnalisées. Le réseau autoroutier inter-États appliqua les leçons de logistique militaire aux infrastructures civiles. La course à l'espace mit l'accent sur des composants fiables, produits en masse, plutôt que sur la perfection artisanale. La plus grande contribution du DUKW fut peut-être psychologique. Les soldats et civils allemands furent témoins des forces américaines, traitant le Rhin sacré comme un inconvénient mineur. Cette démonstration désinvolte de puissance industrielle fit davantage pour convaincre les Allemands de l'inévitabilité de la défaite que n'importe quelle propagande n'aurait pu y parvenir. Les entretiens d'après-guerre avec des civils allemands révélèrent des thèmes récurrents. Ils s'attendaient à ce que les Américains soient arrêtés au Rhin pendant des semaines ou des mois, laissant le temps aux armes miracles ou aux négociations. Au lieu de cela, les Américains traversèrent en 3 jours en utilisant des véhicules dont les Allemands ignoraient l'existence en tel nombre. Le choc fut profond et durable. Frau Elisabeth Becker, qui vivait près de Wesel, se souvint. « Nous avons entendu l'artillerie le 23 mars, un tonnerre terrible toute la nuit. Nous nous attendions à des semaines de bataille. Le 26 mars, des camions américains passaient devant notre maison, encore mouillés de la traversée. Mon père, un vétéran de la Grande Guerre, les vit et dit « Quand ton ennemi peut conduire des camions à travers les rivières, la guerre est finie. » Il avait raison. Cet effondrement psychologique accéléra l'acceptation allemande de la défaite et de l'occupation. Des mouvements de résistance qui auraient pu émerger ne se matérialisèrent davantage jamais. La démonstration de la capacité industrielle américaine au Rhin convainquit les Allemands que la résistance était futile, non pas à cause d'une défaite militaire, mais à cause d'une obsolescence technologique. Winston Churchill, qui avait personnellement traversé le Rhin pendant l'opération, offrit peut-être l'évaluation la plus éloquente dans ses mémoires de guerre. La traversée du Rhin de mars 1945 marqua non seulement la percée de la dernière barrière de l'Allemagne, mais le triomphe d'une nouvelle forme de guerre. Les Américains, avec leurs camions amphibies, avaient résolu par l'industrie ce que nous, Européens, tentions par la stratégie. Ils n'ont pas vaincu le Rhin, ils l'ont ignoré. J'ai regardé ces véhicules disgracieux, mi-bateau, mi-camion, entièrement efficaces, traverser en flot continu des eaux qui avaient protégé l'Allemagne depuis les légions de Rome. Chaque DUK était un messager de malheur pour l'Allemagne nazie, transportant non seulement des soldats, mais la preuve de la suprématie industrielle américaine. Dans ma longue vie, j'ai été témoin de nombreuses innovations militaires, la mitrailleuse, le char, l'avion.
mais peu m'ont impressionné autant que ces simples camions nageurs au Rhin. Ils représentaient non pas la brillance technologique, mais le génie organisationnel, non pas le perfectionnisme à l'allemande, mais le pragmatisme à l'américaine. Quand je me suis tenu sur la rive orientale du Rhin le 25 mars 1945, regardant les DUKW émerger du fleuve comme des bêtes primordiales évoluant de la mer vers la terre, j'ai su que j'assistais non seulement à la fin de la guerre, mais au début du siècle américain. Le 7 mai 1945, à peine 6 semaines après la traversée du Rhin, le général Alfred Jodl signa la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne à Reims. Parmi les facteurs qu'il cita pour la défaite de l'Allemagne, figuraient les capacités amphibies inattendues de l'ennemi au Rhin. Cet aveu, enfoui dans de plus longues explications sur les bombardements stratégiques et la pression soviétique, révélait le véritable impact de la traversée. Le rapport final du général Eisenhower, en tant que commandant suprême, accorda un crédit significatif au DUKWT. Aucune pièce d'équipement n'a contribué davantage à la conquête rapide de l'Allemagne que le camion amphibie. Il a transformé les rivières d'obstacles en autoroutes, métamorphosé la logistique de l'imitation en avantage et raccourci la guerre de semaines, sinon de mois. La dernière traversée opérationnelle du Rhin en DUKW eut lieu le 10 mai 1945, 2 jours après la capitulation de l'Allemagne. Elle transportait non pas des soldats, mais des vivres pour les civils allemands dans des zones isolées coupées par les ponts détruits. Le véhicule qui avait brisé la dernière barrière militaire de l'Allemagne était devenu un instrument de secours humanitaire. Le soldat de première classe Anthony de Marco, conduisant ce dernier duc à Dobabui à travers le Rhin, se souvint. Pas de tir, pas d'artillerie, juste la conduite comme une croisière dominicale. Des enfants allemands attendaient sur la rive orientale, espérant que nous avions du chocolat. 4 mois plus tôt, leur père Sorens d'essayer de nous tuer. Maintenant, nous apportions de la nourriture. C'est ce que ces canards faisaient, transformer l'impossible en routine, les ennemis en gens ayant besoin d'aide. La traversée du Rhin de mars 1945 constitue un tournant dans l'histoire militaire, non pas pour sa brillance tactique ou son importance stratégique seule, mais pour ce qu'elle représentait quant à la nature changeante de la guerre. Le DUKW, disgracieux, non blindé, sans éclat, avait rendu sans importance une barrière qui avait protégé l'Allemagne pendant 2 millénaires. Les défenseurs allemands, préparés à toute éventualité que leur doctrine pouvait imaginer, ne conçurent d'où jamais que l'industrie américaine pourrait produire plus de 21 000 véhicules rendant les rivières sans importance. Ils s'étaient beau préparés pour la mauvaise guerre, non par incompétence, mais par incapacité à imaginer la capacité productive américaine. Le Rhin ne fut pas conquis. Il fut industriellement rendu obsolète. Les centaines de DUKW qui traversèrent le Rhin entre le 23 et le 30 et 1 mars 1945 transportèrent bien plus que des soldats et du ravitaillement. Ils transportèrent la preuve que la production de masse américaine pouvait transformer les hypothèses fondamentales de la guerre. Chaque soldat allemand qui vit un DUKW remonter la rive orientale du Rhin fut témoin de la mort des limitations militaires traditionnelles. Le maréchal Montgomery résuma l'opération avec une brièveté inhabituelle. « Nous n'avons pas assailli le Rhin. Nous avons fait la navette à travers. » Cette transformation de l'extraordinaire en banal, de l'impossible en routine, fut la véritable victoire du DUKW. La traversée du Rhin démontra que dans la guerre moderne, la capacité industrielle correctement appliquée pouvait accomplir ce que le génie militaire seul ne pouvait pas. La Wehrmacht, peut-être la force militaire la plus professionnellement compétente de l'histoire, fut vaincue non par une stratégie ou des tactiques supérieures, mais par des camions nageurs produits sur les chaînes de montage de Détroit. En fin de compte, les défenseurs allemands avaient raison dans leur évaluation d'avant-guerre. Le Rhin ne pouvait pas être traversé face à une résistance déterminée en utilisant des méthodes traditionnelles. Ils n'avaient tout simplement jamais imaginé que l'industrie américaine rendrait les méthodes traditionnelles obsolètes. Les DUKW qui traversèrent dans le Rhin à la nage en mars 1945 ne transportèrent pas seulement des soldats.
ils portèrent l'avenir de la guerre, où la puissance industrielle l'emporterait sur l'avantage géographique, où la production de masse vaincrait la perfection artisanale, où l'innovation pragmatique submergerait la doctrine rigide. La véritable leçon de la traversée du Rhin n'était pas militaire, mais industrielle. Dans les guerres d'eau totale du XXe siècle, la victoire n'appartenait pas aux meilleurs soldats, mais aux meilleures usines. Les défenseurs allemands ne surent jamais que les Américains disposaient de camions amphibies pour traverser le Rhin, non pas en raison d'une défaillance du renseignement, mais parce qu'ils ne pouvaient y concevoir une telle abondance. Cet aveuglement conceptuel, plus que toute erreur tactique, condamna la dernière résistance du Troisième Reich au Rhin sacré de l'Allemagne.